Bon, réfléchis, prends du recul. Hein, c'est quoi ce que tu vis? Est-ce que tu as envie de vivre ça vraiment? Donc ça a été un électrochoc salutaire. Hein, salutaire. Là j'avais pris un risque, mais ça a finalement porté ses fruits. Donc, elle était prise dans une contradiction, enfin à différents niveaux. Elle était, comment dire, en fait, aux prises avec un fantôme du passé, avec une douleur ancienne. Hein, et j'appelle ça un phénomène de résonance. Hein, il y avait une résonance avec une douleur ancienne du passé. Hein, vous avez remarqué que 24 ans, 48 ans, ben 48 ans c'est le double de 24. Alors, ne sortez pas les calculettes, ça ne marche pas tout le temps, mais souvent quand même, souvent. J'ai remarqué que les événements de notre existence ne se produisent pas forcément d'une manière linéaire. Hein, le temps, ce n'est pas un écoulement linéaire, c'est quelque chose de cyclique, hein, un peu comme une horloge qui tourne, et puis quand l'aiguille repasse au même endroit, bingo. Hein, il y a quelque chose qui se réactive. Et ça peut être un événement, ça peut être quelque chose d'insignifiant. Quelquefois, il n'y a pas d'événement du tout. Je me souviens qu'à la fin d'une conférence sur ce thème, il y a quelques années, une femme est venue me voir en me disant « Écoutez, là, vous m'avez éclairé, elle avait 61 ans. Ça fait 1 an que je suis dans une dépression inexpliquée. Je ne comprends pas pourquoi, ça m'est tombé dessus. Je suis dépressive. Et il ne m'est rien arrivé de particulier, sauf que quand j'avais 30 ans, donc la moitié de 60, mon mari m'a quitté. Et à 60 ans, tout d'un coup, elle est devenue dépressive. Il y a une sorte de réactivation de la mémoire de cette douleur avec laquelle elle n'avait pas fait complètement la paix. Donc, j'appelle ça phénomène d'octave. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les notes d'un piano. Quand vous tapez un Do inférieur puis un Do supérieur sur un piano, le Do supérieur a une fréquence double du Do inférieur. Mais à l'oreille, ça résonne un peu pareil. Il y a quelque chose qui se redit un peu de la même façon. Ça vous rappelle un peu la même note. Donc ce sont des événements quelquefois qui sont différents, mais qui nous rappellent un peu la même note. Et donc ça fait des phénomènes de résonance. Donc la maladie peut apparaître quand il y a un phénomène de résonance. Contradiction, résonance, et je dirais identification à une certaine image de nous. Hein. Comme je vous disais, bon, Simone était plutôt belle femme, donc elle avait été touchée dans l'image qu'elle avait d'elle-même. Donc la maladie, pour elle et pour un certain nombre de personnes, c'est une émotion qui rentre dans le corps lorsque nous sommes confrontés à l'un ou l'autre de ces 3 éléments, quelquefois les 3 en même temps, quelquefois l'un domine. Contradiction, résonance, image. C'est très facile à retenir. Contradiction, résonance, image. C'est comme un cri. Alors, la langue française nous permet effectivement ce genre d'exploration. Mais un cri, qu'est-ce que c'est? Un cri, c'est quelque chose qui nous échappe. Hein, c'est quelque chose qui nous échappe quand nous sommes pris par une vive douleur, hein, ou une peur. Hein, une peur ou une douleur, un cri va s'échapper. Donc la maladie nous échappe. J'ai des personnes qui me disent bon, alors on a bien compris ce que vous voulez dire, donc comment allons-nous contrôler nos émotions? C'est pas la peine, ne cherchez pas, ça marche pas. On ne peut pas contrôler ses émotions, mais une fois qu'elles se sont exprimées dans le corps, on peut prendre du recul et se dire bon, alors qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, ça nous échappe. Et pourquoi ça nous échappe? Ça nous échappe parce que nous sommes en fait confrontés à 3 peurs. 3 peurs. Peur de se retrouver devant une contradiction, c'est-à-dire d'avoir un choix à faire qu'on n'a pas envie de faire. Hein, donc la maladie, souvent, elle va se produire quand nous sommes dans un demi-choix. Hein. On va en voir un exemple. Peur aussi, par résonance, c'est-à-dire peur de retrouver un passé douloureux semblable, hein, quelque chose qui nous a blessés et qu'on va retrouver, hein, peur de le retrouver, et peur que notre image de nous soit déchirée, comme dans l'histoire de Va te faire cuire un œuf, l'image que nous avons de nous est déchirée entre la belle image que nous aimerions avoir et puis celle que la réalité nous renvoie. Donc, l'un ou l'autre de ces 3 éléments va jouer, contradiction, résonance, image de soi. C'est ce qui fait que nous allons avoir peur de cette émotion, et plutôt que de la vivre consciemment, quelque chose en nous
Je dis bien quelque chose en nous, c'est pas conscient, hein, vous l'imaginez. Quelque chose en nous va la refouler, et à ce moment-là, elle va s'exprimer dans le corps. Alors, je pourrais vous donner, comment dire, vous donner une autre image par rapport à ça. C'est imaginer une reine, une jeune reine, qui veut se faire construire un joli palais. Donc la reine fait construire un palais. La reine, c'est la conscience, c'est notre conscience. Et ce palais, évidemment, il ne fonctionne pas tout seul. Donc il va falloir qu'elle y mette des hommes, un attendant et puis des gardes. Donc le palais, c'est quoi? C'est l'image qu'elle a d'elle-même. Elle va se construire une image d'elle-même. Comme nous essayons, tant bien que mal, de nous construire une image de nous. Et puis l'intendant et les gardes, c'est tout ce mental dont nous n'avons pas conscience qui va s'occuper de faire fonctionner le palais. Sauf qu'avec le temps, le mental, l'intendant du palais, prend une certaine autonomie. Il décide sans forcément en référer à la reine. Et puis un jour, il se produit un incident. Un messager vient de l'extérieur pour dire à la reine, pour la prévenir d'un danger. Et à ce moment-là, dès qu'il rentre dans le palais, les gardes l'arrêtent, en parlent à l'intendant. L'intendant arrive et dit « Ah non, la reine dort, on ne va pas la réveiller. Notre conscience dort, on ne va pas la réveiller. » Et quand elle se réveille, eh ben, le palais est à feu et à sang, elle ne comprend pas ce qui se passe. Notre conscience ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il y a en nous des mécanismes psychiques qui interviennent de façon autonome, sans même que nous en soyons conscients. Une sorte de mécanisme au niveau du mental. Voilà. Donc, contradiction. Alors, je pourrais aussi vous citer par rapport à la contradiction l'histoire d'Annie. Annie, qui est une jeune femme de 25 ans, qui est venue me voir en me disant « Ça fait 1 an que je souffre de cystite ». Alors, ces cystites ne se produisent pas n'importe comment, elles se produisent presque toujours après un rapport sexuel. Donc, elle va voir son urologue qui lui dit « Ma chère madame, c'est mécanique ». Alors, comme elle était quand même pas bête, elle le regarde en disant « Mais docteur, si c'est mécanique, mon copain, ça fait 3 ans que je le connais, ça aurait dû apparaître un peu plus tôt, donc c'est pas parce qu'on a des rapports que ça doit forcément provoquer une cystite. » Bon, donc il répond pas, il lui prescrit un traitement antibiotique, et puis voilà. Bon. Donc elle vient me voir, me demandant ce que j'en pensais. Et alors, dans ces maladies chroniques ou répétitives, c'est toujours intéressant de voir le point de départ. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Qu'est-ce qui était le début de la maladie? Donc je lui dis, la première cystite est arrivée quand? Et là, elle me dit, écoutez, mon mari, donc elle habite Grenoble, mon mari va régulièrement animer des formations, des séminaires sur Paris. Et donc, souvent, le week-end, il part et puis il revient avec sa petite valise. Et quand il revient avec sa valise, eh bien, donc, il est fatigué, je l'accueille, je lui range ses affaires et tout. Bon. Et elle ouvre donc un soir, elle ouvre la valise de son mari pour découvrir une petite culotte qui n'était pas masculine du tout. Et là, son sang ne fait qu'un tour. Et en même temps, elle réalise tout d'un coup, elle réalise intuitivement que la petite culotte qui n'est pas venue là par hasard, ça veut dire qu'il y en a une autre sur Paris. Et puis peut-être que cette autre sur Paris, ça fait un petit moment qu'elle le connaît. Et peut-être aussi qu'elle a voulu le provoquer à faire un choix. À dire, bon, mon petit bonhomme, tu me dis que tu vas quitter ta femme, mais quand est-ce que tu vas le faire? Alors si tu te décides pas, je vais t'aider. Voilà. Donc, et il y a une provocation, si vous voulez. Et tout d'un coup, Annie a vu ça. Donc, elle est allée voir son mari, avec la petite culotte. Elle dit, tu peux m'expliquer ce que ça vient faire là? Alors, lui, pris au dépourvu, vous imaginez, messieurs, comment on peut réagir dans ce genre de situation? Oh ma chérie, c'est rien, c'est un accident, c'est une rencontre, mais c'est toi que j'aime. Alors, il se trouve que Annie, en même temps, était partagée, contradiction.
partager le désir de dire, bon écoute, ça suffit tes histoires, moi je veux pas de ça entre nous, donc tu vas avec ta parisienne, j'en ai rien à fiche. Hein, et en même temps, la peur de le perdre, hein, parce qu'elle était quand même attachée, donc elle était prise là-dedans. Et du coup, il s'est fait cajoleur et tout, et finalement, elle s'est laissée faire, ça s'est terminé sur le canapé. Sauf que dans la nuit qui a suivi, 3 heures après le rapport, paf, la première cystite. Et chaque fois, ça se déclenchait après un rapport. Alors là, je lui ai dit, mais vous en avez parlé à votre mari, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que vous avez relancé un peu la question? Et alors, elle me dit, oh, bah, il est toujours très évasif, il me dit, oh, tu reviens encore là-dessus, c'est de l'histoire ancienne, arrête avec tes histoires, sois pas jalouse, sois pas ci, sois pas ça. Bref, il était en train de nier, hein, la douleur morale que cette jeune femme vivait, et elle se sentait niée. Du coup, elle n'était pas du tout satisfaite, et les rapports, évidemment, n'étaient pas satisfaisants non plus. Il y avait une sorte de colère qui s'exprimait après coup, hein, comme si à chaque fois elle avait le sentiment de se faire avoir, hein, de s'être laissé avoir. Donc, et alors, vous voyez, la maladie, quand je dis qu'elle naît d'une contradiction, hein, ben là, effectivement, elle était prise dans ce désir de partir et puis de dire à son copain, écoute, va-t'en, et ce désir aussi de rester avec lui. Du coup, c'était comme une cote mal taillée, elle était dans un demi-choix. La maladie apparaît souvent quand nous sommes dans un demi-choix, quand nous ne tranchons pas, hein, dans une situation avec laquelle nous ne sommes pas à l'aise. Et c'est important, à un moment donné, d'avoir le courage de prendre une décision. Voilà. Finalement, une décision qu'elle a eu le courage de prendre, hein, en fin de compte. Donc elle a bien quitté, hein, son mari, et à la suite de quoi les cystites ne se sont plus reproduites, même après les rapports qu'elle a pu avoir avec d'autres hommes. Donc, la maladie apparaît quand nous sommes dans une contradiction, et c'est un peu comme une sorte de compromis bâtard, hein, de cote mal taillée, si vous voulez. Voilà. Donc, la résonance, la résonance, on l'a vu, hein, avec l'histoire de Simone. Alors, cette résonance, c'est pas forcément avec un événement, avec un traumatisme, ça peut être aussi avec un point de douleur, comme l'histoire de Michael. Michael qui était jaloux de sa petite sœur, hein, c'était pas un événement particulier, hein, mais c'était une jalousie qui était en sourdine, et la maladie est venue, la gifle de son père est venue mettre le doigt là-dessus. Ce qu'on appelle stress, c'est intéressant ici peut-être de le noter. Stress, c'est un mot anglais, hein, d'origine anglaise, qu'on met maintenant un petit peu à toutes les sauces, hein, on est stressé. Voilà. Au départ, c'était un terme qu'utilisaient les Anglais pour désigner l'endroit d'une phrase où ils allaient mettre l'accent. Hein, vous savez que les Anglais, quand ils parlent, on a l'impression qu'ils jouent à saute-mouton. Hein, ils accentuent une syllabe, ils en mettent une autre sous silence. Donc, la syllabe qui est accentuée, hein, c'est là où se porte le stress. Donc, l'étymologie de stress, ça veut dire souligner, mettre le doigt sur, mettre l'accent sur, faire pression. Et malheureusement, nous n'en avons gardé que cette acception de faire pression. Mais le sens du mot stress, c'est mettre le doigt sur quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour ça que ça nous rend malade, parce que l'événement va nous toucher sur un point de difficulté, hein, comme on en a vu quelques exemples. Voilà, résonance. L'identification, l'image de soi. Alors, l'image de soi intervient de manière très subtile dans le déclenchement d'une maladie, et ça, c'est important de pouvoir le repérer, parce que ça va permettre de faire la part des choses. Et pour cela, je vais vous citer mon 7e exemple, qui est celui de Sylvie. Sylvie, une jeune femme de 32 ans, qui donc tenait un magasin avec son mari, hein, il tenait une petite épicerie, et c'était un samedi après-midi, Sylvie était à la maison en train de s'occuper des enfants pendant que le mari était resté seul à l'épicerie. Et le mari s'est fait braquer. Hein. Donc un bandit est venu avec un revolver, a mis un revolver sur la tempe et lui a dit la caisse ou je te bute. Hein, voilà.
Donc, le mari, évidemment, a laissé la caisse. Hein, il a gardé la vie, mais il a perdu la caisse. Et tout de suite après, il a téléphoné à sa femme. Il a téléphoné à Sylvie en lui disant ce qu'il était arrivé. Et bon, Sylvie était retournée par cette situation. Et le soir même, il se trouve qu'ils étaient invités chez des amis. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Mais dans cette idée, bon, la vie doit reprendre ses droits. Ils sont allés voir leurs amis en se disant, bon, allez, comme ça, au moins, on aura des choses à leur dire, ça va nous faire du bien de pouvoir en parler. Bon. Et ce soir-là, ils ont mangé une bonne pizza. Le lendemain matin, douleur d'estomac, Sylvie était pliée en deux avec sa douleur d'estomac. Elle va voir un gastro-entérologue qui font des examens, qui longtemps n'ont rien trouvé. Au bout d'un mois, le gastro-entérologue lui téléphone et lui dit « Madame, nous savons ce que vous avez, vous faites une intolérance au gluten. Vous faites une intolérance au gluten. » Alors, Sylvie éclate de rire au téléphone, elle n'a pas pu s'empêcher, elle lui dit « Écoutez, docteur, mon mari est italien, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, tous les jours je mange des pâtes, tous les jours je mange des pizzas, donc si je suis intolérante au gluten, bon, c'est curieux que ça soit arrivé comme ça du jour au lendemain. » Elle lui raconte sa mésaventure. Et le gastro-entérologue lui dit, écoutez, c'est une coïncidence, je ne vois pas quelle réponse ça peut avoir, ça n'est qu'une coïncidence. Bon. Elle vient me voir, et en me racontant son histoire, pour elle c'était évident que sa douleur d'estomac venait de ce que son mari avait vécu, venait de cette mauvaise nouvelle, de cette peur, de cette violente peur. Elle avait beau le savoir, ça ne changeait rien. Elle avait toujours mal à l'estomac. Et donc, là aussi, souvent, nous croyons savoir ce dont nous sommes malades, et ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, j'approfondis un peu la question. Je lui ai dit, cette épicerie, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Elle dit, cette épicerie, c'est notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Et là, j'ai dit, oui, vous êtes intolérante au gluten? Tout d'un coup, elle commence à faire tic-tac, des liens. Et là, une idée un peu saugrenue me traverse l'esprit. Je lui dis, mais quand votre mari vous a téléphoné, vous avez eu très peur. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la toute première peur que vous avez éprouvée quand il vous a dit « j'ai été agressé » ? Est-ce que cette première peur, c'était pour votre mari, peur de le perdre ? Ou est-ce que c'était, je me suis un peu avancé, est-ce que c'était pas plutôt la peur de perdre le pain quotidien ? Et là, évidemment, elle était très gênée, parce que, on va dire qu'effectivement, parlant, c'était pas très correct de choisir, effectivement, d'avoir peur plutôt pour le pain quotidien que pour le mari. Et là, bon, comme j'ai senti très mal à l'aise avec ma remarque, j'ai embrayé, je lui ai dit, bon, est-ce que vous avez vécu dans votre enfance un événement douloureux semblable? Et elle m'apprend que dans son enfance, ses parents tenaient un petit commerce, ils ne gagnaient pas beaucoup leur vie, et ils gagnaient si mal leur vie qu'ils n'avaient pas les moyens de s'assurer. Ils n'avaient pas les moyens d'assurer leur commerce, et un jour, leur commerce a pris feu, il y a eu un incendie, ils n'étaient pas assurés, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, et ça a été des années de misère, des années noires. Et là, j'ai rassuré Sylvie, je lui ai dit, vous savez ce qui s'est passé? Quand votre mari vous a téléphoné, tout d'un coup, cette mémoire qui était en vous s'est réveillée brutalement. Et ça a été la peur de revivre la même chose. La peur du pain quotidien, c'était la peur de cette résonance, de vous retrouver à nouveau dans la misère. Ça vous a submergé, comme le cri, ça vous a submergé, vous n'êtes pas responsable de ça. Mais vous voyez que dans son histoire, il n'y a pas seulement le phénomène de résonance, il y a aussi le fait que l'image qu'elle avait d'elle-même ne pouvait pas concevoir qu'elle ait eu peur pour le pain quotidien et pas pour son mari. Vous voyez ? Donc, c'est important d'aller dans cette nuance parce que ça nous permet de dénouer les nœuds. Parce qu'elle était scotchée sur cette idée, mon histoire d'estomac, c'est le choc moral. Ben oui, mais il faut aller plus loin si on veut essayer de dénouer les nœuds. On ne peut pas se limiter simplement à l'événement. Il faut se dire, mais en quoi est-ce que ça m'a touché dans l'image que j'ai de moi ?
Donc, si vous voulez, ça nous amène à 3 questions. Hein. Contradiction, résonance, image de soi. Contradiction, avec quoi suis-je en désaccord? Est-ce que j'ai un choix à faire? Un choix que j'ai du mal à faire? Hein. Est-ce que ce que je viens de vivre résonne avec un passé douloureux semblable? Hein. Qu'est-ce que ça réveille en moi qui fait qu'il y a une interférence entre le passé et le présent? Peut-être que le présent n'est pas aussi douloureux que j'imagine, peut-être que c'est un fantôme du passé qui vient me taquiner. Hein. Et puis l'image de moi, bon, ben, c'est en quoi l'image que j'ai de moi s'est-elle retrouvée impliquée dans cette situation. Et pour terminer sur cette image, cette question de l'image de soi, je voudrais juste vous donner, vous raconter une petite histoire. Hein. La petite histoire, imaginez un capitaine qui est aux commandes d'un cargo, ça fait 25 ans qu'il le connaît. Ce cargo, il le connaît comme sa poche, hein, dans le moindre boulon. Et donc il a un petit équipage avec lui, et allez savoir pourquoi, un jour, il y a donc des récifs qui se présentent devant lui, et au lieu de donner un coup de barre à droite, hein, il donne un coup de barre à gauche, hein, un acte manqué. Voilà. Il donne un coup de barre à gauche, il se trompe, au lieu de donner le coup de barre à droite, hein, c'est une bêtise d'enfant, mais voilà. Et il se rattrape, mais il se rattrape malheureusement un peu trop tard. Le bateau arrive contre le récif et, comme le Titanic, hein, s'embroche sur la face latérale du bateau. Donc le bateau prend l'eau assez rapidement. Le second voit la situation et se dit, bon là, c'est foutu, hein, on n'a rien d'autre à faire que de quitter le bateau. Donc le second fait mettre le canot de sauvetage à l'eau, hein, avec tous les hommes d'équipage. Tout le monde est dans le canot, sauf le capitaine. Et donc le second remonte, cherche le capitaine, et il le trouve. Il trouve le capitaine dans la timonerie, accroché à la barre, en train de dire « Non, 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 c'est pas possible, non, je ne veux pas, je ne veux pas. » Et alors, le second dit « Mon capitaine, ne restez pas là, lâchez cette barre, venez avec nous. » Et le capitaine est là « Non, 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 non. » Vous remarquerez déjà que ce qui attache cet homme, hein, à sa douleur, c'est le fait qu'il la refuse. Ce n'est pas la douleur elle-même qui nous fait mal. Ce qui nous fait mal, c'est que nous la refusons. C'est parce que nous refusons notre douleur que nous restons attachés à notre douleur. Donc, c'est ce refus qu'il retient, je ne veux pas, je ne veux pas. Et là, à un moment donné, le second a une idée de génie, un élan d'amour, tout d'un coup, il prend le capitaine par les épaules, il regarde, il met sa tête à côté de la tête du capitaine en regardant dans la même direction, et il dit au capitaine, mon capitaine, que voyez-vous? Le capitaine, surpris, presque en colère, le regarde et me fait, mais enfin, vous voyez pas, le bateau coule, mon bateau coule, mon bateau coule. Et le second dit, vous êtes sûr que c'est ce que vous voyez vraiment? Alors le capitaine ne comprend pas la question, puis à un moment donné, dans cet élan d'empathie, tout d'un coup, il réalise que ce qu'il voit couler, ce n'est pas son bateau. C'est l'image qu'il a de lui, hein, qui vient faire la bêtise d'un enfant de 7 ans, même pas, hein, alors que lui, bon capitaine, grand capitaine, comment moi, bon capitaine, j'ai pu faire une bêtise pareille? C'est-à-dire que il ne voit pas la réalité, il la perçoit à travers l'image qu'il a de lui. Hein. Percevoir, c'est voir à travers. Hein. La réalité, nous ne la voyons pas pour ce qu'elle est, nous la percevons à travers une certaine image que nous avons de nous. Hein. Comment je vais me comporter par rapport à telle situation, par rapport à tel événement. Ce qui a fait dire à Spinoza, hein, ce philosophe hollandais du, je sais pas, 17e, 18e, je ne sais plus, ce qui a fait dire à Spinoza, ce qui nous libère de la douloureuse perception que nous avons de la réalité, c'est la réalité elle-même. Hein, c'est de voir la réalité comme elle est. C'est ça qui va nous libérer de la douloureuse perception que nous en avons à travers nos attentes, nos désirs, nos peurs, nos cicatrices, enfin tout ce qui va comporter notre image de nous. Et finalement, le capitaine réalise ça. Ça lui permet de lâcher prise, hein, et ça lui permet de partir sur le canot de sauvetage vers une autre vie. Hein. Il y a une ouverture vers autre chose. Hein. Ce bateau, ça faisait 25 ans, il pouvait passer à autre chose.
Autrement dit, sa guérison, notre guérison, hein, passe par 3 mots. Acceptation, abandon, ouverture. Acceptation, abandon, ouverture. Voilà. Je reste là-dessus. Laissez ces mots cheminer. Acceptation, abandon, ouverture. Et vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup.